Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par cette signature cet après-midi à Ouagadougou de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au dialogue inclusif au Mali. Le document exige le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que la forme laïque républicaine du Mali. Le texte demande aussi le redéploiement immédiat des forces armées et de sécurité à Kidal. L'accord exige également le cantonnement et le désarmement des groupes armés. Dans la foulée, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad ont fait une déclaration d'adhésion à cet accord intérimaire. Le gouvernement était représenté, comme vous le voyez sur ces images, par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Senko Koulibaly, qui a rejoint à Ouagadougou l'émissaire du président de la République par intérim. L'événement était présidé naturellement par le président du Burkina Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. C'était en présence également de plusieurs partenaires internationaux. Voilà donc la signature cet après-midi à Ouagadougou de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au dialogue inclusif au Mali. Le document, je vous le rappelle, exige le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que la forme laïque et républicaine du Mali. Le texte demande aussi le redéploiement immédiat des forces armées et de sécurité à Kidal. L'accord exige également le cantonnement et le désarmement des groupes armés. Dans la foulée, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad ont fait une déclaration d'adhésion à cet accord intérimaire. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, en la personne du colonel Moussa Senko Koulibaly, qui a rejoint l'émissaire du président de la République par intérim Tchéblé Dramé. L'événement était présidé par le président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. C'était en présence de plusieurs partenaires internationaux, nous signalent nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Ibrahima Traoré et Tedje Kamara. Nous reviendrons donc largement sur cette signature d'accord préalable dans nos éditions de demain. L'autorité du bassin du Niger ABN reprend ses activités au Mali. C'est son secrétaire exécutif qui l'a annoncé ce matin au président de l'Assemblée nationale par intérim. L'ABN, à titre de rappel, investit plus de 49 milliards de francs CFA dans la lutte contre l'ensablement du fleuve Niger et la fixation des dunes dans les régions de Gao et Tombouctou. Écoutons le général-major Collins Iyekire à sa sortie d'audience au micro de Agali Agissa. L'Assemblée nationale étant l'émanation du peuple, nous pensons qu'en leur parlant, nous parlons aussi aux populations. L'ABN a un mandat très important et donc en exécutant notre mandat, il est bon que de temps en temps nous rapportons aux autres ce que nous faisons. Au Mali, nous avons un investissement de 49 milliards de francs CFA. Et une grande partie de ce financement, de cet investissement est relative au programme de lutte contre l'ensablement du canton de Marais des Frères à Gao et à Moté à Tombouctou. La question de sécurité a bloqué, donc a fait arrêter les activités de ce programme au nord du Mali. Et nous sommes là pour donc dire au peuple malien que nous sommes prêts pour le redémarrage de cette activité. Nous allons donc poursuivre la seconde phase de notre programme de lutte contre l'assablement et la fixation des dunes. S'y fait part, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de notre intention d'organiser une rencontre de parlementaires à Abuja en septembre et il a dit qu'ils seront à la rencontre. Ça regroupe les parlementaires de tous les États membres de la BN. Donc c'est le financement de la BN qui sera débattu. Atelier parlementaire national sur la gestion des conflits et la reconstruction. Il s'agit de 2 jours de session
pour permettre une plus grande implication des décideurs, particulièrement des femmes, dans la lutte contre les violences post-électorales. Nianyalou Traoré pour les détails. Cet atelier qui vient de s'ouvrir dans notre capitale vient à point nommé. Il met en avant le rôle prépondérant que joue la femme dans toute société, surtout la nôtre en ces temps difficiles de son histoire. L'atelier place la femme au début et à la fin de la résolution du conflit armé qui traverse le pays en la mettant comme premier acteur de sortie des crises. L'atelier des 2 prochains jours donc, vise à nous aider à trouver des solutions efficaces et adaptées pour répondre à ces violences et puis mettre fin à l'impunité des auteurs de ces violences et prendre en compte les besoins des victimes. L'atelier va s'articuler autour de nombreuses préoccupations, notamment la prise en compte des femmes dans l'élaboration des projets de réconciliation et de reconstruction post-conflit, la mise au service de la réalisation d'une paix durable, de compétences féminines et enfin l'accès du plus grand nombre de femmes aux instances de décision en période de post-conflit. Des thèmes salués par le président de l'Assemblée nationale qui, à son tour, a mis un accent particulier sur la place des femmes. Au retour de la mise en place des institutions démocratiques, je crois qu'on doit donner aux femmes la possibilité de jouer pleinement leur rôle. Prennent part à cette rencontre des experts venus du Rwanda, du Burundi, de la Côte d'Ivoire et de l'Angola, des pays choisis à juste titre par l'Union interparlementaire à cause de leur expérience en la matière. Et le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 20 juin 2013 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur les délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation des communications. La situation humanitaire est inquiétante dans notre pays, une situation due à la faible mobilisation de ressources financières. C'est ce qui ressort de la conférence animée ce matin par le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel des Nations Unies. Robert Piper pense qu'il faut dissocier les autres actions du moment du volet humanitaire. Mamari Kone pour les précisions. C'est un tableau sombre de la situation humanitaire au Mali que le coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel des Nations Unies a dressé au cours de cette conférence de presse. Présent au Mali dans le cadre d'une mission d'évaluation humanitaire, il s'est fait le devoir de rencontrer les autorités maliennes pour attirer leur attention sur la lenteur de la mobilisation des ressources en faveur du volet humanitaire. Au regard de la situation, les indicateurs sont au rouge. Nous avons quand même dans ce pays 3,5 millions de personnes à risque d'insécurité alimentaire. Parmi eux, presque 1 million et 400 000 à un niveau d'un besoin immédiat. Nous avons presque 700 000 enfants à risque de malnutrition aiguë. À la faveur de la conférence des donateurs pour le Mali, le besoin humanitaire avait été estimé à 410 millions de dollars. Sur ce montant, seulement 32% a été mobilisé, soit 132 millions de dollars. Sécurité alimentaire, 40% financé. Travail nutrition, 20% financé, malgré des indicateurs qui sont des plus pires du monde. Dans le secteur d'eau et assainissement, 12% financé pour les besoins pour l'année. C'est des indicateurs vraiment très bas. Selon Robert Piper, la mobilisation des ressources en faveur du volet humanitaire ne doit pas être liée à des conditionnalités, car des vies humaines sont en jeu. À noter que le conflit armé dans notre pays a causé le déplacement de plus de 300 000 personnes à l'intérieur du pays, plus de 174 000 réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger. Sur le plan sécurité alimentaire, près d'1,5 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. L'élection présidentielle du 28 juillet, c'est dans 40 jours. Tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour son bon déroulement. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a réceptionné ce matin du matériel électoral destiné aux 3 régions du Nord.
Le compte-rendu de Nando Dambélé. Élection présidentielle du 28 juillet, jour J-40. Les différents états-majors mettent les bouchées doubles pour un scrutin libre, transparent et crédible sur toute l'étendue du territoire national. Après la confection du fichier électoral biométrique et l'établissement des listes électorales, l'heure est à la mise à disposition du matériel électoral. Ce matin, nous réceptionnerons le reliquat des cartes pour la région de Caille, la totalité des cartes pour la région de Sikasso, la totalité des cartes pour la région de Mopti, la totalité des cartes pour les juridictions, c'est-à-dire l'ensemble des ambassades et consulats. Le matériel réceptionné comporte des cartes NINA, les urnes, les isoloirs, les scellés et les autres accessoires destinés aux 3 régions du Nord. Leur acheminement se fera dans les prochaines heures après un minutieux travail de dispatching par les soins de la MINUSMA. Ce matériel est destiné au remplacement du matériel électoral dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Tout de suite et maintenant, tous les colligages sont faits en destination de ces régions. Le complément du matériel électoral de la région de Caille a été réceptionné ce matin même. Le matériel destiné aux régions de Mopti, Ségou, Sikasso, Klukoro et le district de Bamako sera mis à disposition dans les tout prochains jours. Rappelons que les 6 900 000 cartes NINA et les 12 500 urnes sont désormais disponibles. Comme vous le voyez, les préparatifs pour l'élection présidentielle vont bon train. Selon le président de la commission logistique du comité de pilotage, le matériel électoral complémentaire sera disponible avant le 7 juillet prochain. Quant à la distribution des cartes NINA, elle se fera par des équipes dont la mise en place est en cours et qui vont sillonner tous les villages et quartiers du Mali. Écoutons plutôt pour plus de détails Moriba Sinayoko au micro de Nyanza Koulibaly. Le matériel est disponible. Opérationnel, fonctionnel. C'est quoi? D'abord, ce qui est important d'abord, c'est les isoloirs. Ça, c'est sur le terrain là-bas. On l'a déployé depuis 2012. Vous avez les urnes. Les urnes sont déjà sur le terrain. Vous avez les scellés qui sont sur le terrain. Maintenant, ça, c'est le gros matériel. Maintenant, vous avez l'encre, les encres. L'encre rigide et l'encre indélébile. Mais vous savez qu'on avait acquis l'encre rigide et l'encre indélébile depuis plus d'1 an. Bon, par prudence, nous avons renouvelé ces encres-là. Bon, et ces encres rentrent dans ce que nous avons appelé le matériel complémentaire qui doit venir. Par rapport au calendrier de déploiement de ces matériels sur le terrain, c'est du matériel qui doit venir au plus tard avant le 7 juillet. Par rapport aux régions du Nord, ces matériels étaient disponibles au niveau des régions du Nord, mais ça a été saccagé. Ça a été saccagé. Maintenant, nous sommes en train, avec l'appui de la MINUSMA, s'il plaît au bon Dieu, les cartes du Nord, ainsi que les isoloirs, les urnes et les scellés vont être drainés par la MINUSMA à partir de demain sur les régions du Nord. Ça, c'est demain. Pour l'instant, la population ne sait pas où acquérir la carte NINA. Par rapport à la carte NINA, contrairement à la carte d'électeur où souvent les gens se déplaçaient pour venir chercher au chef-lieu de commune, nous avons dit que les équipes vont se déplacer en direction des électeurs. Nous avons dit que les équipes vont être déployées village par village, fraction par fraction, quartier par quartier. Et les cartes ont été conditionnées par quartier, par village et par... Donc les équipes vont être responsabilisées au niveau des villages. Par exemple, si un village dépasse 4000, ces cartes vont être distribuées par une équipe qui va séjourner durant tout le temps de la distribution au niveau du village. Et c'est pourquoi nous avons dit au chef de village, au sous-préfet, d'établir le calendrier des passages des équipes dans les villages. Si pour distribuer les cartes d'un village, ça prend 3 jours, il faut que cela soit connu, soit su par le village, que l'équipe vient dans votre village pour 3 jours.
Et 3 jours, il a été demandé aux chefs de village, aux autorités, à tous les responsables politiques, à tous les maires, vraiment de faire la mobilisation par rapport à ce calendrier. Ce calendrier, il est important. Il faudrait que ça soit notifié à chaque chef de village, chaque chef de quartier et chaque chef de fraction, les jours de passage des équipes de remise. Nous allons aller en direction des populations dans leur village. Et les centres urbains? Les centres urbains, ce serait également dans les quartiers. Maintenant, ceux qui gèrent les quartiers, en accord avec les autorités municipales, les représentants de l'État, ils fixent là les points de regroupement. Voilà, pour plus d'informations sur ce processus, retrouvez Moriba Sinayoko, président de la commission logistique du comité de pilotage. Il est l'invité de l'émission Interview de la semaine du jeudi 20 juin 2013. Formation des correspondants régionaux et locaux de presse de l'AMAP. La session a pour but de leur apprendre ou d'actualiser les connaissances de participants dans la couverture des élections. Isaac Tienou, compte rendu. Difficile de réussir des élections sans les médias. C'est dans le souci d'une bonne couverture des élections apaisées que l'AMAP a organisé ce séminaire à l'endroit des correspondants régionaux et locaux de presse et des journalistes de la presse écrite privée et régionale. Le souci de l'AMAP de former ses correspondants n'est pas conjoncturel, mais permanent. Parallèlement à des sessions comme celle d'aujourd'hui, directement liées à l'actualité brûlante, des séminaires de formation se tiennent régulièrement dans les capitales régionales, qui regroupent des correspondants de 2 ou 3 régions et comportent un important volet d'enseignement des techniques rédactionnelles. Cette session est aussi l'occasion pour l'Agence malienne de presse et de publicité de remettre à ses agents du matériel en vue d'améliorer leur rendement et gagner en temps. Des appareils photo numériques, des dictaphones et des clés Internet vont aussi enrichir l'équipement de ces bureaux régionaux. Cette remise en œuvre de l'outil informatique s'inscrit dans une démarche rationnelle qui veut, après avoir préparé la collecte et le traitement de l'information électorale, on en garantisse la transmission rapide et fiable vers le desk central de Bamako. La formation porte sur les modules tels le rôle et la place de l'administration territoriale, de la CENI et de la délégation générale des élections, en plus des techniques et genres journalistiques. La formation sera assurée par les experts nationaux. Le reportage en période électorale, c'est le thème de notre atelier de formation tenu à l'intention des caméramens et preneurs de son de l'ORTM. Fademba Keita nous donne plus de précisions. Une bonne production audiovisuelle et une meilleure couverture en période électorale constituent un enjeu si important qu'elle nécessite une mise à niveau des agents de terrain. Et le choix du thème, le reportage en période électorale, vise à mieux appréhender les contours du sujet et à savoir utiliser l'outil de travail. Ici, c'est pour renforcer la capacité des caméramans à travailler correctement et à jouer leur rôle. On a commencé par les différentes valeurs de plan et leur signification. Après ça, maintenant, on va voir la mise en scène. La formation est initiée par le Centre Africa Obota Mali et la Fondation Konrad Adenauer, Bureau du Sénégal, en partenariat avec l'ORTM, l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. La présente formation est la suite logique de celle récemment organisée à l'intention des journalistes de l'ORTM sur le même thème. Dans les prochains jours, les initiateurs envisagent d'autres formations sur le reportage en période de réconciliation post-crise. Ces renforcements des capacités des équipes de l'ORTM prônent une meilleure couverture des prochaines élections, un défi majeur pour notre pays. L'Assemblée générale des femmes du parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali, s'est tenue la semaine dernière. Les femmes de l'ANCD Mali ont mis en place un bureau de 22 membres dirigé par Mme Askofare Mariam Aïdara. Moussa Fani, reportage. C'est Mme Askofare Mariam Aïdara qui est désormais la présidente des femmes du parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali. Elle a été choisie au cours d'une assemblée générale des femmes du dit parti. Au nom de l'ensemble des femmes du parti ANC2 Mali, je remercie très sincèrement les membres du bureau politique national avec à sa tête M. Alassane Dambélé. Les femmes ANCD Mali s'engagent
à relever le défi. Je termine en remerciant la famille ANC2 Mali pour la confiance placée en ma modeste personne. Je remercie très infiniment l'enthousiasme et l'engagement des femmes autour de la mise en place du renouvellement de la coordination nationale du bureau des femmes ANC2 Mali. Et je me profite de l'occasion pour retirer un conseil de sage auprès de la nouvelle présidente, de redoubler d'efforts et de continuer toujours à être auprès de la présidente d'honneur. Mais Mariam, qui aura désormais la charge de diriger ces bureaux de femmes, doit prendre toujours conseil pour que ce bureau de femmes, l'élan qu'ils ont emprunté ce soir, puisse être continuel. Comme vous le savez, la force d'une formation politique, c'est les bureaux de jeunes et les bureaux de femmes. Alors, il faut comprendre par là que Mme Aïdara Mariam a une lourde tâche, une lourde mission à faire. Il s'agit de travailler de telle sorte de rassembler le maximum de femmes maliennes. Au cours de cette assemblée générale, les femmes du parti ont retiré leur engagement à mieux implanter les partis. Le président a déclaré que le parti n'a pas de candidat, mais il participera à l'élection présidentielle en soutenant un candidat. Sensibilisation et formation sur les préparatifs des élections et sur la distribution des cartes Nina dans la région de Ségou. La session a regroupé les autorités politiques, administratives, les leaders religieux, les chefs de quartier et les communicateurs traditionnels de Ségou. Le compte-rendu de Doussou Sangaré. Cette rencontre a pour objectif la mise à niveau des autorités locales, les chefs de quartier, les chefs religieux, les notables et les communicateurs traditionnels sur l'état des lieux du processus électoral. Cela permet d'envisager des approches de solutions pour l'organisation démocratique de sortie de crise dans un environnement apaisé. La version que nous allons donner aux populations, notamment les chefs religieux et les chefs de quartier, en retour, prendre leurs réactions pour qu'ensemble nous puissions nous embarquer dans une même dynamique là pour la réussite de ces élections. Selon les autorités administratives, il y a urgence de revoir les stratégies de partage de l'information dans la préparation des élections. Les solutions d'urgence ne suffisent donc plus. Seule une action adéquate, basée sur les échanges d'expériences entre les uns et les autres, l'instauration de débats francs et courtois permet de garantir le succès escompté. Le relèvement des préoccupations des autorités dans le cadre des préparatifs des élections et singulièrement pour le succès des opérations de remise des cartes Nina permet d'être interactif et participatif à faciliter la circulation et le partage des expériences et réalités constatées lors du déroulement des scrutins passés. Lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les cercles de Nioro du Sahel et de Nara viennent de bénéficier d'un programme de soutien d'un coût global de 10 milliards de francs CFA. Le projet de 5 ans sera piloté par le commissariat à la sécurité alimentaire. Par ce nouveau projet, le Fonds belge de sécurité alimentaire veut améliorer les conditions de vie des populations. Moussa Diakité. Ils étaient pour la circonstance plusieurs centaines de participants venus des communes des deux cercles à braver la canicule pour être témoins du lancement de ce vaste programme qui ambitionne d'être un outil efficace de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les deux cercles. Multi-acteurs et multisecteurs, ce programme qui vient d'être lancé est financé majoritairement par le Fonds belge de sécurité alimentaire pour un montant de 10 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans. Il couvre les cercles de Nioro et Nara. Je vais demander aux populations, aux responsables administratifs, aux autorités politiques de s'approprier ce programme. Le présent programme se fera à travers 5 composantes, à savoir l'intensification et la sécurisation des produits animaux et végétaux, la diversification des productions et des sources de revenus, l'accès à une alimentation saine et équilibrée, à l'eau potable et aux infrastructures et services socio-économiques de base, le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en compte de la sécurité alimentaire. Tout le monde doit jouer son rôle de partition et tout le monde doit se lever comme un seul homme pour porter ce programme. Cette contribution, ce n'est que la partie belge. La mise en exécution
l'appropriation de ce qui doit être fait, ça appartient un peu à la population de Nioro du Sahel et de Nara. Commémoration demain 19 juin de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus de 5000 enfants au Mali. En plus de l'ouverture du centre de recherche de lutte contre la maladie, le gouvernement prévoit d'autres axes d'intervention. Pour plus de détails, écoutons le ministre de la Santé, Soumana Makadi, au micro de Fatoumata Kone. La drépanocytose est en effet caractérisée très tôt dans la vie par un déficit chronique de globules rouges auquel le malade doit s'adapter. Pour des raisons diverses, parfois même banales, ce déficit en globules rouges peut s'aggraver subitement et comporter un risque vital que seule la transfusion de globules rouges d'autrui peut lever. Ces raisons font que les drépanocytaires figurent parmi les plus gros demandeurs de sang. Au Mali, parmi les 5000 à 6000 enfants drépanocytaires qui naissent par an, 20% au moins auront besoin d'être transfusés en globules rouges au moins une fois dans leur vie. Depuis sa création, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose assure le suivi de 3000 malades. À ce jour, au moins une transfusion de globules rouges a dû être demandée pour plus de 500 patients avec un taux de satisfaction faible. D'où toute la pertinence du thème de cette année qui nous interpelle, car en rapport direct avec les réalités du terrain. Et à l'occasion de la commémoration de cette journée, le groupe Toguna Agro-Industrie SA a remis au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose des équipements d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Garibou Pérou. 110 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces équipements biomédicaux offerts par le groupe Toguna Industrie SA au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, constitué d'un compteur automatique de cellules, d'un thermocyclaire, d'un système d'imagerie moléculaire d'une très grande sensibilité. Ce don est la concrétisation d'un engagement pris par le PDG du groupe Toguna Industrie SA lors de la visite qu'il a effectuée au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose l'année dernière à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Immense est la joie qui m'anime en mettant à votre disposition ces matériels médicaux qui participent à la lutte contre la drépanocytose. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, avec ses équipements, est selon les spécialistes le mieux équipé en Afrique après la Tanzanie. Désormais, en effet, chaque malade drépanocytaire qui consulte au centre bénéficiera d'une exploration plus exhaustive de son profil hématologique en un temps record. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour juste passer 3 messages. Le premier, à l'endroit d'un homme qui a décidé de faire parler son cœur, je vais nommer M. Sédou Nantoumé. Mon second message va au directeur du CRLD et à toute son équipe pour d'une part les féliciter pour le travail accompli et d'autre part les inviter à redoubler d'efforts. Et enfin, le troisième message est à vous tous pour accompagner les malades. Selon les experts, les 5 ou 6 000 enfants qui naissent chaque année au Mali victimes de drépanocytose seront désormais pris en charge grâce à cette technologie de dernière génération. À Anefis, les forces armées maliennes commencent à gagner la confiance des populations. Dans le cadre des activités civilo-militaires, elles ont distribué des vivres entre les fractions arabes et tamashek de Tabankor et d'Anefis, des dons composés de riz, de semoule et d'huile du Comité international de la Croix-Rouge. Mais selon le maire de la localité d'Anefis, après distribution, les vivres ont été confisqués par les bandes armées dans un magasin contenant des munitions. Envoyé spécial Daouda Sidiki Diara, Massa Doumbia.
Voilà de quoi réjouir les populations d'Anefis et de Tabankor. Depuis l'arrivée de l'armée malienne dans cette partie du territoire national, les autorités militaires ont pris des initiatives visant à minimiser les souffrances de ces populations. Dans le cadre des activités civilo-militaires, les éléments des forces armées du Mali présents à Anefis ont distribué entre les différentes fractions de ces villages et de celles de Tabankor 30 tonnes de riz, 15 tonnes de semoule et 2500 litres d'huile. Cette action humanitaire a été bien appréciée par les bénéficiaires. On a fait un an, on n'a rien trouvé, on n'a rien vu. Celle-là, on vous remercie beaucoup. On va bien manger maintenant, nous sommes très contents. Maintenant, on remercie l'armée d'avoir arrivé à occuper les territoires du Nord, Mali. Nous sommes très contents vraiment. Depuis que l'armée s'est présentée, nous avions remarqué que nous sommes dans notre pays, le Mali. Elle dit que vraiment c'est qu'ils ont eu de lui aujourd'hui, ils sont très contents, qu'ils ont fort besoin, et tout ce qu'ils gagnent, ils ont fort besoin. Tout ce qu'ils avaient, c'est parti, ils n'ont rien avec eux aujourd'hui. Vraiment, ils veulent la paix, et ils cherchent la paix. Ce qui s'est passé, ça ne leur plaît pas. En 5e région, le conseil patronal de la région vient de tenir son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2012. L'ordre du jour a porté sur la relecture et l'adaptation des rapports d'activité et financiers. Yacouba Maïga, compte rendu. Cette assemblée générale statutaire du conseil patronal de la région de Mopti a regroupé une trentaine de délégués des groupements professionnels adhérents et les invités des différentes chambres consulaires et d'autres partenaires du conseil. Ils ont planché essentiellement sur les rapports d'activité et financiers au titre de l'année 2011-2012 dont le bilan est jugé satisfaisant. Le conseil patronal a mené des activités qui s'articulent autour de quelques points. L'organisation de formation pour ses membres, la structuration des groupements professionnels, dont le premier résultat est la motion d'adhésion du syndicat des boulangers qui sera soumise à la présente Assemblée générale. En perspective, le conseil patronal de la région de Mopti entend impulser une nouvelle dynamique à son union en vue de l'émergence d'un secteur privé plus performant. Aussi, il a inscrit dans ses priorités les deux grands défis auxquels notre pays doit faire face, à savoir les élections du juillet prochain et le processus de dialogue et de réconciliation nationale. La part grande que les opérateurs économiques doivent se prendre, c'est aussi celui de l'engagement pour la reconstruction économique de notre tissu à partir de la région de Mopti. Le conseil patronal de la région de Mopti est l'union des groupements des employeurs du secteur privé. Il regroupe en son sein 10 groupements professionnels adhérents. Première participation du Mali à West African Mining Investment à Londres. À cette 4e édition, le ministre des Mines a réussi la mobilisation des investisseurs au cours d'une journée promotionnelle avec la commission d'investissement du Parlement anglais. Timogo Sagara. Le Mali a réussi un grand coup à Londres en participant pour la première fois à West African Mining Investment Summit et en organisant une journée dédiée au secteur des mines de notre pays. La cérémonie a enregistré la participation de personnalités de qualité. S'exprimant dans ce lieu symbole de l'Angleterre, le Parlement anglais, le ministre des Mines a porté le message du gouvernement aux investisseurs. Un message clair et précis, mais aussi un message d'assurance pour les investisseurs. J'ai expliqué aux investisseurs que la crise, elle est derrière nous et que la destination Mali est une destination sûre. Et d'ailleurs, nous les avons convaincus en leur démontrant que pendant la période de crise, la période aiguë du moins de la crise, aucun investisseur n'a eu aucun problème dans notre pays. Et de surcroît, la production aurifère a connu une augmentation de plus de 4 tonnes par an. Et c'est pour cette raison que nous les avons invités à venir investir massivement vraiment dans notre pays. Tour à tour, le directeur national de la géologie et des mines et la représentante de l'Agence pour la promotion de l'investissement au Mali, APIM Mali, ont chacun exposé les opportunités qu'offrent leurs services aux éventuels investisseurs. Satisfait de Dame Koberman,
qui a tout mis en œuvre pour que cette journée soit. Auparavant, le ministre des Mines a participé auprès de ses pairs africains à la rencontre de West African Mining Investment, la rencontre de l'investissement minier en Afrique de l'Ouest. Profitant de cette tribune qu'il y a offerte, le docteur Sy a parlé du rôle du secteur minier dans le développement économique. L'exploitation de l'or représente aujourd'hui 75% des revenus d'exportation de notre pays et 8% de son produit intérieur brut. En 2012, l'or a rapporté au trésor public 275 milliards de francs CFA, soit plus de 500 millions de dollars US. Pour investir dans le développement, il faut d'abord la stabilité des États. Les investisseurs continuent à croire au Mali. Cela s'entend surtout quand on sait que la crise n'a pas affecté le secteur. Le chef du département a été très sollicité tant par les investisseurs que les médias qui voulaient en savoir plus sur le Mali. Ouverture d'un atelier de formation des comptables matière des services ordonnateurs et organismes personnalisés aux techniques d'application de la comptabilité matière. La session initiée par la cellule d'appui à la réforme des finances publiques reçoit 150 participants repartis entre 3 sessions, nous signale Cheikh Marsangari. Outiller les participants sur l'application de la comptabilité matière conformément au texte en vigueur et créer un espace d'échange d'expériences entre professionnels des finances, tels sont les objectifs de cet atelier de formation. La présente session entre dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques, PAGAM GFPD. Le PAGAM, qui est un ambitieux programme de réforme des finances publiques, ne peut pas aller en dehors de la formation et ne peut aller non plus en dehors de toutes les mesures qu'il nous faut pour que la dépense publique soit de qualité, pour que les ressources que nous mobilisons soient efficacement utilisées pour les causes pour lesquelles elles ont été mobilisées. En outre, la mise en œuvre des normes comptables admises est une des conditions de production des documents de gestion de qualité qui engagent la totalité des comptables. Ils sont près de 150 comptables matières des directions des finances et du matériel, des départements ministériels et autres structures impliquées dans la gestion des finances publiques à prendre part à cet atelier. Ils sont répartis entre 3 sessions de 5 jours chacune. L'aperçu sur la comptabilité matière, les documents de mouvement, les documents de base et celui de gestion sont les modules de formation de cette session. L'université Mon Plaisir, première université privée de Tunis, a fêté ses 20 ans au Mali. Avec son partenaire Technolab ISTA, elle a organisé une journée porte ouverte. Khadija Toukone. Créée en 1993 à l'université Mon Plaisir de Tunis, c'est un enseignement supérieur officiellement reconnu par l'État tunisien. Elle s'est donnée pour mission de développer chez les étudiants les compétences nécessaires à une intégration réussie dans le domaine du travail. Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, l'université, pour mieux se faire connaître du grand public, a organisé une journée porte ouverte en collaboration avec son partenaire Technolab ISTA Mali. L'étudiant malien, il a beaucoup de facilité par rapport aux autres étudiants de nationalité subsaharienne africaine, étant donné qu'il n'y a pas de visa entre la Tunisie et le Mali. Nous dépassons les 200 étudiants maliens dans notre université. Technolab ISTA est un institut qui a pour vocation la préparation et la formation des spécialistes dans le domaine des nouvelles technologies, les techniques administratives, commerciales et managériales. Et cela fait 5 ans qu'il est partenaire avec l'université de Mon Plaisir. Ces partenariats s'insèrent dans une dynamique de collaboration, coopération sud-sud. Cela nous a servi d'opportunité pour aussi renforcer tout notre dispositif à travers les échanges. L'université Mon Plaisir a offert l'année dernière une bourse d'études à un étudiant du lycée Kodonso. Et elle compte cette année aussi mettre à la disposition du lycée une bourse pour un étudiant qui pourra étudier pendant 3 ans gratuitement en Tunisie. Réconciliation, paix et solidarité, c'est le thème de la 3e édition de Sida Foot qui aura lieu demain au stade Modibo Keïta. Plusieurs joueurs africains seront au rendez-vous. En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé un point de presse suivi par Abdelkarim Kaba.
Regrouper les stars de football pour sensibiliser et lutter contre la pandémie du sida, tel est l'objectif du festival Sida Foot. Pour sa 3e édition, l'événement a comme ambassadeur l'international ivoirien Kader Keïta. Dans le monde entier, tout le monde essaie d'aider son prochain. Donc moi, ça me fait plaisir de venir participer aussi. Donc c'est pour cela que je suis là cette année. On est tous des frères. L'exemple, c'est nous. Maman malien, ivoirien, papa malien. Donc c'est comme ça, c'est une famille. Lors de la traditionnelle conférence, les organisateurs et leurs invités ont expliqué au public leur engagement et motivation à ces festivals de Bamako. Cette année, les joueurs attendus, en plus de ceux du Mali, sont les frères Keïta, Kader et Fadel, Daniel Cousin du Gabon, Stéphane Sessignon du Bénin, John Oukata du Nigeria, entre autres. Ce mercredi, à l'affiche, les aigles du Mali et les stars africaines. La rencontre aura lieu au stade Modibo Keïta. Et auparavant, hier, au compte de la 26e journée du championnat national de Ligue 1, les 11 créateurs de Niarela et le club olympique de Bamako ont fait un match nul, un but partout. Juste après, le stade malien de Bamako a confirmé son statut de champion en battant l'association sportive olympique de Missira par le score de 2-0. Koumba Nyambele nous résume les deux rencontres. De la liesse dans le vestiaire du stade malien de Bamako après cette victoire 2-0 contre l'association sportive olympique de Missira. C'est des soirées qu'on aimerait toujours vivre. Il y a des jours ça passe, il y a des jours ça passe pas. Les années ne sont pas les mêmes. Elles se ressemblent peut-être, mais elles ne sont pas forcément les mêmes. Je dis félicitations à tout le monde. Être champion à 5 journées de la fin du championnat, moi je pense que c'est une première quand même au Mali. Ça démontre que vraiment la saison a été vraiment très bonne pour le stade malien. On a fait une très bonne saison. Après un match assez bouillant de la part des deux formations, il a fallu attendre la 81e minute pour que Daouda Traoré ouvre la marque pour les stadistes sur une balle arrêtée. Un but de grande classe, sentant la saveur du titre. Les Blancs de Bamako pressent et obtiennent un pénalty dans les arrêts du jeu. Bakary Koulibaly transforme la sentence pour l'équipe de Sotiba. Score final 2-0. À 4 journées de la fin du championnat, les Blancs, 69 points, ne peuvent plus être rejoints par les Scorpions de l'AS Siral, et poursuivant immédiat 53 points. On va garder les pieds sur terre parce qu'on a encore 2 objectifs, la Coupe et la Coupe CAF. Je voulais quand même gagner au moins 1 point ce soir. Le stade a été meilleur. Félicitations au stade malien. Le stade malien de Bamako décroche ainsi son 15e titre de champion du Mali avant le terme de l'exercice 2012-2013. Les partenaires de Soumaïla Diakité comptent à leur actif 22 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 48 buts marqués, 7 buts encaissés et un match à retard contre l'AS Siral de Bamako. Auparavant, les 11 créateurs de Niarela, 5e au classement avec 39 points et le club olympique de Bamako, 4e avec 44 points, ont fait match nul 1-1. Dans cette opposition, on assiste à un match équilibré jusqu'à la 53e minute. Abdoulaye Diarra allume la première mèche pour les Olympiens. 1-0. Les joueurs de Niarela ne baissent pas pour autant les bras. À la 88e minute, suite à un pénalty, Amidou Sinayogo signe le but égalisateur de 11 créateurs de Niarela. Score final 1-1. Le club olympique de Bamako reste toujours 4e avec 45 points. Les 11 créateurs sont 5e avec 40 points. Je vous rappelle donc la signature cet après-midi à Ouagadougou de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au dialogue inclusif au Mali. Le document exige le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que la forme laïque et républicaine du Mali. Le texte demande aussi le redéploiement immédiat des forces armées et de sécurité à Kidal. L'accord exige également le cantonnement et le désarmement des groupes armés. Dans la foulée, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad ont fait une déclaration d'adhésion à cet accord intérimaire. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de la présente. Nos programmes se poursuivent avec dans quelques instants le journal télévisé des formations, une présentation de Mohamed Touré. Demain, Amadou Sankaré sera là pour les éditions de la journée. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous retrouve demain à 18h. Merci et bonsoir à tous.